Merci beaucoup. Alors, très ravie d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous, qui est la douleur chronique. Et je remercie le laboratoire Cooper d'avoir accepté le titre, puisqu'on parle de quelque chose qui n'est pas médicamenteuse, l'éducation thérapeutique du patient. Alors, j'ai bien réfléchi au titre, et puis, plus qu'une présentation classique, j'aimerais bien que ce soit un appel à une véritable collaboration, avec un parcours de soins pour nos patients, pour l'éducation thérapeutique du patient, parce que c'est un travail d'équipe, et je montrerai quelques exemples. Alors, lorsqu'on parle de l'éducation thérapeutique du patient, nous sommes dans le cadre marocain, donc notre patient marocain avec le vécu, et vous avez ici marocain, impact, objectif, famille, prévalence, psychologie. Donc certainement, vous allez faire sortir plusieurs points qui vous tracassent. Enfin, je vois des visages que je connais, je sais avec tout le monde, qui vous tracassent, qui vous dérangent, qui nous perturbent tous dans notre pratique de tous les jours. Et on se sent, on va pas dire incapable, mais une petite déception quand même, parce que comment gérer au mieux notre passion? Nous avons les compétences, nous avons les connaissances, donc comment structurer? Et l'adage classique, l'union fait la force. Donc nous, l'intérêt de ce titre, œuvrons tous pour l'éducation thérapeutique du patient. Alors l'histoire, elle est classique. Un patient qui consulte chez vous, ça c'est du classique, c'est notre pain quotidien. Alors il n'y a pas de circuit du patient, donc le patient qui fait le tour peut commencer par le chirurgien, peut venir chez vous, il peut voir plusieurs médecins, on va lui dire ça, il est compétent, ce patient, ce médecin, il a beaucoup d'expérience, celui-ci il est à jour, donc il va être perdu entre les conseils, et puis il n'y a pas ce parcours de soins. Et nous avons ce patient qui souffre. Alors c'est un mot qui n'est pas vraiment utile en pratique, donc déjà une connotation psychologique de souffrance, on va dire un patient qui a une douleur chronique. J'ai pris l'exemple de lombalgie. Peut-être que vous avez eu un épisode de lombalgie, mais le passage à la chronicité, il y a un son, si vous pouvez régler s'il vous plaît. Alors le passage à la chronicité, c'est un tournant évolutif qui est péjoratif, et puis ça va retarder la cicatrisation, ça va retarder l'intégration sociale, un patient qui va souffrir, mais c'est pas le patient uniquement, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est l'État qui va perdre de l'argent à cause de l'absentéisme. Donc vous avez une cascade qu'on va pas pouvoir arrêter. Peut-être des patients qui vont devenir agressifs, qui vont demander des certificats d'arrêt de travail, parfois injustifiés. Donc un cercle vicieux, et ça c'est quelque chose qui est classique, qui va peut-être s'automédiquer de manière, alors ici j'ai pas mis le niveau éducatif. Bon, on change les lumières. Je préfère voir le visage. Donc il a une sécurité sociale CNOPS, il est marié, donc vous avez un petit aperçu de son vécu. Et puis plusieurs questions qui vont se poser par rapport. Vous êtes dérangé par le son? Moi aussi. Donc je vous dis pas, on va essayer quand même de nous concentrer pour ne pas perdre du temps, parce qu'il y a les organisateurs qui m'ont dit attention le temps, donc on va essayer de rester dans les temps. Alors, éducation thérapeutique, on parle de quoi? Pourquoi? Par qui? Pour qui? Et puis surtout comment? Alors je vous rappelle pas cette fameuse... Alors je voulais mettre beaucoup de citations nouvelles, il y a des citations philosophiques. Il y a le leader de l'éducation thérapeutique, qui est l'hôpital de Genève. Je suis partie voir l'éducation thérapeutique, le DU, ça coûte combien? Ça coûte pratiquement 120 000 dirhams. Alors c'est pas quelque chose, c'est le premier DU d'éducation thérapeutique en Suisse. Et mais je peux vous partager avec vous des articles qui sont intéressants.
Et ici, c'est pour dire permanent, c'est-à-dire tout le temps, au début, au milieu, à la fin, de manière intégrée aux soins. C'est le patient qui est au centre. Donc, nous sommes tous au service du patient, que ça soit médecin généraliste, médecin spécialiste, professionnel de santé, infirmier, kinésithérapeute, psychologue, nutritionniste, la famille aussi, l'assistance sociale dans notre contexte. Donc, tout le monde va être au service du patient. Donc, le patient qui est au centre, puis surtout le patient qui est acteur. Donc, c'est plus le patient qui va, la relation paternelle entre médecin et patient, mais c'est une relation qui est réciproque. On va avoir une décision partagée avec le patient. Donc, ça, c'est l'objectif. Et puis, il y a un processus. Il faut voir de quoi on a besoin. C'est-à-dire, on a besoin de faire un diagnostic éducatif. Où est le problème? Comment on va faire un programme? Donc, il ne suffit pas de faire du copier-coller, mais il y a du personnalisé. Donc, ma condition de lombalgie chronique n'est pas du tout la même de quelqu'un qui vit à la campagne, qui est obligé de porter la charge, qui est ainsi de suite. Donc, c'est du personnalisé. Et puis, comment on va planifier? Donc, il y a un plan d'action. Et puis, toute action doit être évaluée. Comment ça va être évalué? Donc, ça, c'est les circuits de parcours de TP. Alors, pourquoi? Alors, c'est aussi bête que ça. C'est pour mieux gérer sa douleur chronique. La douleur chronique, c'est une véritable maladie chronique. Donc, c'est pour pouvoir s'adapter à sa douleur et bien vivre avec sa douleur au quotidien, dans sa famille, dans la société, de manière intégrée, ne pas avoir des pertes socio-économiques, donc les coûts directs, les coûts indirects, les coûts intangibles. Et pour qui? Pour tous les patients. Alors, pour tous les patients ici, donc, je l'ai mis en majuscule, c'est pour les patients, encore mieux, avec les patients. Avec les patients. Donc ici, vous avez l'association des patients polyarthritiques et spondyloarthritiques. Tout dernièrement, il y avait des étudiants, des médecins résidents, l'infirmier du service. Donc nous sommes partis, généralement il y a une collaboration qui se fait avec notre association, l'association AMBRA et la NPS. Et l'un des objectifs, c'était lutter contre le mésusage des médicaments qui sont utilisés pour la douleur chronique. Donc nos médecins résidents, on était très contents d'avoir un retour positif et puis de simplifier le message. Donc l'éducation thérapeutique, c'est pas de l'information tout court, mais c'est responsabiliser le patient pour qu'il sache par exemple que prise d'un anti-inflammatoire, c'est d'abord mesurer la pression sanguine artérielle, prise du paracétamol, c'est attention aux complications du surdosage, etc., etc. Donc par qui? Alors vous allez me répondre. Qui peut faire de l'éducation thérapeutique? Alors j'ai imaginé une salle, donc j'ai apporté avec moi le trépied, etc. Mais on m'a dit que... Alors qui va faire l'éducation thérapeutique? Vous pouvez interagir. Le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, la famille, l'ergothérapeute, les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux, l'e-santé, digitalisation, l'éducation thérapeutique. Alors, il ne faut pas confondre l'éducation thérapeutique avec l'information, parce que l'éducation thérapeutique, c'est passer des connaissances et des compétences, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-être, c'est-à-dire comment gérer sa maladie au quotidien. Alors, j'ai une goutte, par exemple, j'ai une crise de goutte, j'ai une maladie chronique, je sais comment gérer ma crise. Au signe prémonitoire, je vais commencer mon traitement anti-inflammatoire, par exemple, ou bien la colchicine ou la corticothérapie, ça dépend de ce qui a été convenu avec le médecin, avant qu'il y ait avant que la douleur va perdurer. Donc, c'est comment faire l'autogestion. Mais est-ce qu'on fait de l'éducation thérapeutique? D'accord? Tout le monde peut participer. Mais est-ce qu'on le fait?
Oui, non, parfois. Parfois, très peu. Pourquoi? Insuffisamment. Pourquoi, à votre avis? On a beaucoup de tâches. On est submergé. On n'est pas payé pour ça. On n'est pas payé pour faire l'éducation thérapeutique d'une demi-heure, une consultation, alors que vous avez 20 patients qui attendent pour passer. Quoi d'autre? Alors, j'allais lancer une enquête CAP, mais je me disais peut-être que si vous êtes intéressé, on le fera par la suite. Le manque d'information. Allez, on va mettre 2 minutes, parce que c'est important d'avoir votre retour. Le peu d'informations qu'on a, on essaie de le passer au cours de la consultation. Le peu d'informations qu'on a, on le passe. Oui. Le patient qui n'arrive pas à assimiler. Oui. C'est difficile d'expliquer. Peu d'informations. Est-ce qu'on a des supports? Est-ce qu'on a des supports adaptés aux Marocains? Parce que je vais vous donner un site magnifique. Je suis tombée sur un trésor. Je partage avec vous. C'est magnifique. C'est excellent. Mais le problème, nos patients, taux d'analphabétisme, 2/3 de la population. Et encore plus que ça, il y a le problème de la littératie à la santé. Ceux qui ne sont pas analphabètes, comment va-t-on pouvoir simplifier le message? Pas de temps. Est-ce qu'on a beaucoup d'expérience en éducation thérapeutique? Est-ce qu'on a des réseaux d'éducation thérapeutique? Alors, beaucoup de questions qui vont se poser parce que, finalement, la question principale, alors j'ai appelé mon ami professeur Tahiri ce matin pour lui dire, est-ce qu'on dit marbetul faras ou la marbatul faras? C'est marbeto ou marbato? Alors je lui ai dit marbato, et il dit non, c'est marbeto. Marbeto ou marbato? Marbetul faras. Alors j'ai regardé aussi l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Alors regardez-la sur internet, on n'a pas le temps, mais c'est arabique. Bon, lisez l'histoire après. Alors, dans l'éducation thérapeutique, notre patient, rappelez-vous, c'est un lombalgie chronique. Alors, je suis passée en tant qu'interne en 2005 dans un service. On travaillait service de rhumatologie en France et c'était l'éducation thérapeutique, c'était le démarrage. Et les patients qui arrivent le matin avec un protocole d'éducation thérapeutique. Alors, vous savez combien ça coûte une journée d'éducation thérapeutique en France? Combien c'est facturé? 440 € pour la journée. Donc, ils sont payés pour ça. L'hôpital rapporte de l'argent. Alors, une fois, il y avait le professeur Dougados, c'était un pionnier de la rhumatologie, qui disait oui, défendez l'éducation thérapeutique, à condition que ça soit facturé, que ça soit valorisé. On va pas perdre beaucoup de temps, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, alors que, finalement, ça va pas être visible, et c'est pas facturé. Donc, tout est lié à l'argent. Il faut que ça rapporte de l'argent, notamment dans les structures publiques où l'éducation thérapeutique peut rendre beaucoup de services. Alors, je disais que en 2005, c'était l'école du dos. Donc, les patients venaient pour une semaine, ce qu'on appelait le traitement renforcé de la lombalgie chronique. Alors, c'est des patients avec beaucoup de vécus douloureux, conflictuels surtout, des demandes conflits d'intérêts, qui veulent avoir un bénéfice, puisqu'ils sont en lombalgie chronique, avoir des arrêts de travail, etc., etc. Et on les mettait dans cette unité de structure et toute l'équipe qui était au service du patient, et entre autres, c'était l'école du dos. C'est-à-dire apprendre comment gérer son dos au quotidien. Ça, c'était le traditionnel. Ensuite, on a dit, mais ça marche pas dans tous les coups. On passe au comportemental, au cognitivo-comportemental. Donc, les thérapies, les TCC. Et ce qui est d'actualité, je peux partager avec vous des vidéos qui sont très bien. C'est comment, en expliquant aux patients avec des termes très simples, le mécanisme de la douleur. Parce que le patient, avec une douleur chronique, va dire, certainement, j'ai quelque chose de grave. Je comprends pas.
puisque j'ai été traitée pour mon hernie discale, opérée, et j'ai encore la douleur, la fameuse douleur neuropathique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que je vais finir sur une chaise, etc., etc. Alors le fait d'expliquer la douleur, de simplifier la douleur, et c'est tout ça l'importance de travailler des choses adaptées à notre contexte. Parce que j'ai mis une vidéo, je ne sais pas si on aura le temps de la voir, en tout cas j'ai mis sur l'ordinateur, comment ils ont expliqué de manière très simple le vécu de la douleur. Et puis nous avons des patients que nous traitons pour, entre parenthèses, ils sont en train de faire de l'hystérie, ils simulent, c'est psychique, ça se passe dans la tête, alors que c'est une véritable douleur chronique qui nécessite une prise en charge, pas obligatoirement médicamenteuse, mais il y a tout ce que peut apporter la médecine holistique. Oui? Dans notre contexte, il y a d'autres intervenants qui donnent de fausses informations. Oui, oui, et comment? Par exemple, les charlatans. Et comment? Je donnerai la parole à l'une des médecins résidents qui ont travaillé sur Capine Thérapie, hijama. Alors nous, on a fait une journée de l'AMRA l'année dernière pour le hijama, pour dire evidence-based medicine, voici ce qui est vrai, voici ce qui n'est pas vrai, voici comment doit se faire le hijama et compagnie. Alors, le hijama et compagnie font partie de la médecine, des médecines parallèles, qui sont répertoriées dans plusieurs pays, entre autres aux États-Unis, etc. Mais il y a des choses qui se passent dans notre société, et parmi ces choses, c'est le charlatanisme. Donc, il paye combien? Ça varie de 50 dirhams chez les charlatans à 250, 400 dirhams chez les médecins. Alors moi, j'ai un patient qui est d'un très haut niveau socio-économique et que j'ai infiltré pour son rachis à plusieurs reprises. Et dans sa tête, sa femme, c'est elle qui a sol, etc. Et il part dans des milieux, je ne sais pas où, la région d'Agadir, avec des pratiques qui n'ont rien à voir avec des pratiques que le cerveau pourrait accepter. Et pourtant, il le fait. Donc ça, c'est le désespoir du patient qui a une douleur chronique, qui n'arrive pas à dormir, qui n'est pas compris, qu'on prend pour un dépressif, etc. Alors, comment faire l'éducation thérapeutique? Marbetul Faras. Il y a des programmes, beaucoup de programmes. Alors, beaucoup de programmes en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, en France. J'axerai plus sur le programme français. Alors ici, par exemple, c'est un article 2017 qui donne le circuit d'un patient qui va intégrer un programme d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire, puisque c'est prenant, puisque ça demande toute une équipe, puisque ça doit être structuré, puisqu'il y a quand même beaucoup d'efforts, et puisque ça va rapporter de l'argent à un hôpital, et ça rentre dans les politiques de santé de cet hôpital. Donc c'est un raisonnement. Les décideurs mettent des programmes d'éducation thérapeutique avec des séances. Alors des séances, on ne s'arrête pas à prescrire, mais on va au fond des choses. On va parler de la sexualité avec le lombalgie, on va parler du travail, on va parler d'autres choses, de tout ce qui est non médicamenteux, de la relaxation et regardez les émotions, les groupes d'échange, de partage. Donc on met les patients autour d'une table et on les laisse s'exprimer, le fait de partager les expériences. Donc déjà, verbaliser sa douleur, c'est un moyen de communication qui est important pour le patient. Se sentir être compris, ne pas se sentir être seul sans désarroi. Alors, vous pouvez aussi regarder ce site qui est canadien et vraiment ce qui est à l'intérieur, c'est très très intéressant. Sauf que ce n'est pas adapté à notre contexte. Vous avez alors ce site-ci, puisqu'on a parlé d'un cas de mal du dos, et ce site il est très bien fait. Alors, il est français, très bien fait. Je crois qu'il a été parrainé par la marque Tuas des Lombosta, et c'est très bien structuré, beaucoup de choses qui sont très bien faites.
pour parler de comment éclairer, comment changer les idées fausses, comment vivre au quotidien, sexualité, autorééducation, travail au bureau. Et il y a même, ah oui, c'est bien, donc c'est bien TUAS. Donc c'est le site parrainé par TUAS. Et il y a une application personnalisée. Et j'ai regardé un peu la publicité de cette application et elle paraît intéressante. Et c'est en français et c'est pas adapté. Alors c'est un document en pratique, je l'envoie par WhatsApp à tous mes patients qui ont une lombalgie chronique. Certes, il est ancien, mais c'est quelque chose qui a été regardé. C'est ministère de Santé, l'INPES, donc vraiment les grands décideurs de la France. Et puis c'est une vingtaine de pages où il y a comment faire de l'autorééducation et comment gérer au quotidien. Et il y a un agenda à la fin. Alors, moi j'ai envie de vous parler de ce programme. Allez-y, regardez le site. Alors, le site, c'est Réseau Vie Hôpital, lutter contre la douleur. Lutter LCD. Lutter contre la douleur chronique. Le site, il est excellent. Alors, excellent avec le parcours de soins. Alors ça, c'est la région de l'Île-de-France. Donc, un véritable parcours de soins. Donc, le parcours, donc le patient qui passe obligatoirement par le médecin généraliste, et lui, qui a une formation de base sur la douleur, va envoyer, une fois détecter les signes d'alarme, attention, c'est un patient qui a une douleur chronique, on n'arrive pas à la gérer, alors on l'envoie, on le branche dans le circuit, et ce circuit, regardez, c'est un circuit complet, on peut aller jusqu'à l'hypnose, relaxation, la reprogrammation fonctionnelle, comment on va faire le déverrouillage lombaire, comment on va nous lever du lit, comment on va porter l'enfant, ou bien comment on va lui laver les cheveux alors qu'il a 4 ans. Donc des choses, comment on peut respirer, la respiration comme moyen d'oublier la douleur, c'est important. Alors vous avez ce dépliant, donc j'ai mis quand même vous allez trouver je laisse la présentation sur l'ordinateur, vous pouvez l'utiliser. Et vous avez ici le contact. Regardez, c'est encore plus intéressant de regarder le site avec le parcours. Alors, moi, je vais m'inscrire pour cette formation gratuite, à distance, et c'est de 2-4. Donc, c'est l'acupuncture. Donc, c'est gratuit. Allez-y, la regardez-vous aussi. Donc, pour les formations, ici, un questionnaire, mais il est fait en français. Questionnaire de la douleur. Alors, la douleur chronique, on n'a pas le temps pour vous passer la vidéo. Peut-être à la fin, si on a le temps, on va la voir ensemble. Mais allez-y, regardez cette partie, comment ils expliquent la douleur chronique. La douleur chronique, c'est-à-dire dire aux patients avec caricature sur un fond noir, donc quelque chose des dessins très simples à faire. Et ils montrent comment la douleur qui est censée être un moyen de protection va devenir une douleur neuropathique. Donc, on passe de la douleur nociceptive, puisque il y a quelque chose, une blessure périphérique, les récepteurs donc de la douleur périphérique, ostéo-articulaire, musculaire, peau, etc. Des choses que vous connaissez. Donc une blessure qui va faire que le signal de la douleur et on exprime la douleur. Donc ça, c'est la douleur nociceptive par opposition à la douleur neuropathique qui correspond à un problème alors ils ont parlé de soldats et de tuyaux. C'est-à-dire, il y a une altération au niveau du système nerveux et il y a un problème de communication. Même s'il n'y a pas de lésion périphérique, il y a une altération de la communication, ce qui fait qu'on a ces douleurs neuropathiques que nous connaissons tous. Donc la vidéo, peut-être à la fin. Alors, ça c'est important. Déjà, le sens de l'écoute. Écouter le patient. Donner le temps au patient pour l'écoute, pas l'écoute pour qu'il raconte du baratin, mais l'écoute active, l'orienter, etc., pour essayer de voir, parce qu'on va faire de l'éducation thérapeutique. On va lui dire, voici finalement ce qui vous dérange, on va l'aider à raisonner. Voici ce qui dérange, voici comment vous allez mieux. Donc on va l'orienter, on va l'aider à s'autogérer.
Et puis, ce fameux cercle vicieux, il faut le casser. Il faut le casser et il y a tout un contexte. Alors, il y a le carnet de suivi, là aussi, parce que toute action doit être évaluée. Carnet de suivi, comment gérer la douleur au quotidien. Et puis, je vous invite à regarder le site et à télécharger les outils de sensibilisation sur différents items. Il n'y a pas que ceci, il y a d'autres pour l'enfant, là, etc. Moi, j'ai mis jusqu'à en rapport avec la pathologie musculo-squelettique. Vous savez bien que pour la pathologie musculo-squelettique, la douleur chronique, c'est 3/4 des patients. Donc, problème très important. Et la douleur musculo-squelettique, elle vient en premier. Donc, vous avez une autre patient qui a mal. Alors, il y a docteur Belloul, professeur assistante à l'hôpital Cheikh Khalifa, qui a cru à l'idée et elle s'est mise devant le miroir d'abord. Elle s'est autocritiquée et puis on a travaillé. Bon, ça a demandé du travail, au moins 3 jours, et on a reconstitué cette vidéo qu'on peut partager avec vous. C'est une vidéo qu'on a créée pour communiquer avec notre patient. Vous avez mal? Oui, j'ai mal. Ou etc., etc. Depuis donc tout l'interrogatoire qu'on a l'habitude de faire. Mais la douleur, kalmous bihraq. Donc toutes les expressions qu'on entend tout le temps. Donc apprenant à apprendre. Nous sommes tous des éducateurs, à éduquer nos patients, à communiquer avec nous de la même manière. Ça, c'est la littératie à la santé. Et de dire, ma douleur, elle est de 3 sur 10. Ma douleur, elle est moyenne, elle est de 5 sur 10. Je ne supporte plus la douleur, elle est très forte, elle est de 7 sur 10. Alors ça, c'est important, ça demande un travail avec le patient. Ça va vous demander du temps, surtout si vous avez vos patients chroniques. Et dans la consultation, alors, on n'est pas encore au stade de faire l'hôpital CHU. On est sur un projet chez nous au service de remettre le JB et même à l'hôpital. On espère qu'on va avancer. On est en train d'aménager une salle d'éducation thérapeutique, mais il faut beaucoup de travail. Et il faudrait qu'on prépare des outils qu'on va utiliser pour parler avec le patient. Alors ici, le patient doit être capable de s'auto-évaluer, d'évaluer sa douleur. Ça, c'est très important. Alors, nociceptive ou neuropathique, ça c'est chez nous, on a appris ça par cœur. Nous les avons sur les bouquins, les livres, les formations continues, ce que nous sommes en train de faire. Mais le patient, si on lui explique pas, comment il va comprendre que la douleur est neuropathique? Comment il va comprendre que la douleur est nociceptive? Je vous ai dit que parmi les nouveaux programmes de l'éducation thérapeutique, celui qui est d'actualité et qui est très prometteur, c'est le fait d'expliquer au patient le mécanisme de sa douleur. Comment il y a une blessure, la douleur est nociceptive, comment il n'y a pas de blessure, mais le chemin de la conduction de la sensibilité, il est altéré, et la douleur, elle va changer de caractère, elle devient neuropathique, et c'est ce qui est décrit par les patients. Alors, on va pas nous mettre dans la peau du patient, parce que c'est énorme pour nous comme souffrance déjà, le vécu avec le patient, tout le temps, depuis 9h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure. Alors, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de souffrances, donc je ne vous conseille pas de vous mettre dans la peau des patients, mais peut-être d'imaginer le vécu du patient. Donc le patient, on va pas parler de notre système avec toutes les difficultés, mais de manière simple, un patient qui arrive, il arrive avec un vécu douloureux. C'est pas EVA 6 sur 10 qui va régler le problème. C'est bon. 6 sur 10, les recommandations de l'OMS, je dois mettre un traitement niveau palier 2. Et c'est réglé. Ça se passe pas comme ça. Nous sommes incompétents, je dirais, si on limite l'évaluation de la douleur à la dimension sensorielle. Dimension sensorielle, c'est-à-dire ce que ressent le patient. Il faut analyser le reste. Il faut voir plus large. Il faut voir c'est pas uniquement la douleur physique, mais ça va au-delà
la douleur émotionnelle. Alors, quelqu'un qui était actif, qui devient inactif, quelqu'un qui était capable d'allaiter, bon, une dame qui va avoir une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, et qui a des enfants à gérer, le matin, n'est plus capable de préparer le petit-déj. Elle va pas pouvoir coiffer sa petite fille de 5 ans. Elle va avoir du mal pour entretenir une relation de couple harmonieuse. Alors, il y a tout un vécu. Le vécu psychologique, la manière, alors j'ai regardé, alors je ne me rappelle pas du nom du pays, mais il y a un pays où regardez le site que je vous ai montré, un pays où c'est interdit d'exprimer sa douleur. Interdit. Moi, j'ai oublié. Interdit. Donc, il y a un concept environnemental, culturel, donc ça dépend, Shoma, etc. Mais, donc, il y a un pays où c'est interdit. Et puis, où va la tête du patient? Le cognitif, ça c'est important. Le sens que ça va donner, qu'un patient va donner à la douleur. Châtiment, etc. Donc, beaucoup d'histoires. Et puis, prenons en considération, détecter ce qui est dysfonctionnel. Dysfonctionnel, je vous laisserai les diapos, lisez-les tranquillement. Juste par exemple, ça. Alors, quelqu'un qui va parler que négatif. Oui, d'accord, je marche. Mais avant, je courais. Donc, c'est différent. Donc, essayez, ou bien, regardez, je n'arrive plus à fermer l'œil la nuit. Ça peut arriver, mais pas depuis 3 mois. Autrement, il serait... Alors, je crois que nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre une douleur aiguë ou une douleur chronique. Et le vécu, il est exprimé de manière différente en fonction de l'environnement, en fonction de beaucoup de facteurs, des idées, de la personnalité, du psychisme. Et alors, l'ergonomie pour ce patient qui est au bureau est très importante. Alors, avec l'équipe, nous avons un projet. Il faut qu'on nous donne plus de temps. La journée, c'est 24. 8 heures à la maison. Le reste, entre travail, marché, etc. Donc, on a beaucoup de projets. Idéalement, c'est qu'on travaille en groupe. Ergonomie, on va pas préparer tout un projet, vous le donner comme ça. Ça va pas vous intéresser puisque vous n'êtes pas appliqué. L'ergonomie du travail intéresse les médecins généralistes, intéresse différents spécialistes. Alors, changer la posture. Bouger. Très important. Alors, il y a même des patients cortiqués qui vont dire, mais moi, j'ai lu ce que vous venez de dire, docteur. Les réseaux, docteur. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire les fausses fake news. Attention, vous allez vous abîmer le dos. Ne ménagez pas trop votre 10 minutes. C'est bon. Alors, saisir toute occasion pour bouger. Trouver des astuces. Ça, c'est tous les jours. Parce que bouger, c'est l'OMS. Regardez les recommandations 2021 et combien l'activité physique, pour tout le monde, même les sujets qui ont une arthrose stade 4 au stade chirurgical, comment on peut bouger et faire du renforcement sur une chaise. Donc, bouger, c'est bien pour la santé psychique, physique, quelle que soit la quantité. C'est pour la lombalgie, l'arthrose, les rhumatismes. Bouger. Alors, comment on va changer le comportement de sédentarité? Il faut passer par l'éducation thérapeutique, il faut passer par quelque chose qui est très important, qui est la motivation du patient. Comment arrivons-nous à motiver nos patients? Alors, Haraka Baraka, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'était la période de la Covid, et avec l'université, nous avons pensé que c'est bien de travailler un protocole pour montrer aux patients comment faire des mouvements à domicile. Avec des règles, consultez, allez-y progressivement. Et si jamais il y a des douleurs, consultez le médecin. Nous avons aussi
profité de la période Covid pour faire de l'éducation thérapeutique à distance. Au lieu de laisser la place aux charlatans, ou bien aux youtubeurs qui veulent gagner de l'argent en mettant des choses qui n'ont rien à voir avec la science ni avec l'evidence-based medicine, comment faire de l'activité physique à domicile. Alors un grand problème, c'est le mésusage. Alors c'est un programme. Nous avons participé, notre équipe, avec l'équipe du centre de pharmacovigilance, avec l'équipe du professeur Souleymani, différentes capsules. Alors, elles ne sont pas encore lancées, mais je peux vous les envoyer pour parler du problème du mésusage des médicaments. Comment le patient, alors ici, il y a donc des choses pour approcher le patient, pour dire attention au mésusage. Et là, l'équipe est partie avec donc nos résidents et notre infirmier major nous sommes partis avec les patients pour insister. Alors, un patient va vous dire cortensil 5 mg, cortensil 5 mg. Mais il ne veut pas dire ça. Il va dire l'hibba al-marra. Donc, comment reconnaître visuellement par quelqu'un qui est analphabète un médicament et faire attention au mésusage. Alors, repenser la douleur. Repenser la douleur parce que il faut oser le changement des perceptions pour passer du noir au rouge à des mots qui égayent Alors, repenser la douleur, c'est être capable, nous, professionnels de santé, de motiver les patients. Alors, ça nécessite un background, ça nécessite des techniques de communication motivationnelle. Il y a l'empathie, certes, mais il y a d'autres. Comment tracer des objectifs? Comment ne pas être hostile? Comment ne pas essayer d'argumenter? Nous sommes en train d'aider le patient. C'est notre. Alors ça, c'est un programme sur l'activité physique. Là aussi, on va le lancer avec la journée. Alors, je vous annonce qu'il y a la journée de l'activité physique, la journée nationale. Donc, c'est avec la SMR qu'on a pu arriver à cet objectif. Donc, consacrer une journée pour l'activité physique, parce que l'activité physique, ça fait partie des moyens non médicamenteux efficaces pour lutter contre la douleur. C'est le 6 avril. Et il y aurait une action avec une association des patients. Ah, ici, avec des vidéos, avec une patiente en train de montrer les mouvements sur chaise. On est même parti dans une piscine pour faire travailler les patients avec, regardez, le sourire, regardez, le défi, la joie. Regardez, moi j'aime bien ce regard. Alors ça, c'est notre surveillant général de l'hôpital qui est très bénévole à chaque fois qu'on a besoin de lui. Alors, il est aussi un coach de l'équipe de basket de Salé. Et regardez la patiente qui est en train de regarder, c'est comme un défi. Le travail de groupe. Donc, l'éducation dans la douleur chronique, c'est l'éducation, c'est la littératie, c'est la communication, il faut être engagé. Il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Et puis, je vous suggère, j'ai bien retenu, c'est pas la peine de me lancer je suis en train de terminer. Alors, il y a la modératrice ici. Alors, j'ai envie pour terminer en douceur, pas en étant énervé. Alors, notre objectif, en tant que rhumatologue, c'est de travailler avec vous. Alors, qu'il y ait un circuit qui est clair ou qui n'est pas clair, nous sommes au service du patient, nous avons besoin de connaître notre vécu. Donc, en 4 caps, connaissance, attitude et pratique des patients et du personnel. Pour faire des programmes, pour faire des formations, communication motivationnelle, je suis sûre qu'on n'a pas les acquis pour ça, pour produire du travail. Merci de votre attention.